Bienvenue à la réunion financière 2016. Avant de débuter, pouvez-vous confirmer que vous êtes l'équipe K? Oui. Parfait. Donc, je voudrais vous donner une version de 20 minutes pour vous présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. Je vais afficher le temps restant à l'aide d'un carton indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes vont être comptées sur mes doigts. Je partirai le chronomètre lorsque vous commencerez. Juste à commencer quand vous êtes prêts. Bonjour, M. Paré. Tout d'abord, je vous présente mes collègues, Francis Lessard-Caron, Annie Etu et moi-même, Magali Dumouchel. Donc, aujourd'hui, on est là pour répondre au mandat de VTL limité. Donc, le mandat étant divisé en 3 temps. Le premier, d'analyser les problèmes comptables qu'on a dénotés dans la société. Le deuxième, de parler de la planification d'audit. Et en troisième temps, le client avait des interrogations par rapport au référentiel comptable qu'il peut utiliser. Donc, on a fait une analyse à lui présenter lors d'une réunion ultérieure. Donc, tout d'abord, on va revenir sur les faits saillants de l'entreprise avant de commencer l'analyse du mandat. Donc, l'entreprise a été constituée en 1990. Par contre, dans les dernières années, elle a eu une concurrence qui s'est accrue. Donc, il y a eu des conséquences un peu au niveau de ses états financiers. Et puis, elle a considérablement augmenté sa dette dans la dernière année. Donc, on va analyser ça tout à l'heure. Aussi, on a analysé certains ratios importants, les deux qui sont exigés par la banque. Donc, l'entreprise doit répondre à un ratio de capitaux empruntés sur capitaux propres inférieur à 2. Donc, il est présentement inférieur à 2 pour l'année 2015, mais il a augmenté de 116 de 2014 à 2015. Donc, c'est une source de risque pour l'audit. On va y revenir tout à l'heure. De plus, le ratio de son roulement doit être supérieur à 1,2. Et puis, en 2015, il était supérieur à 1,2. Par contre, il a diminué de 41 aussi dans les dernières années. Donc, ça aussi, c'est un risque qu'on va élaborer plus tard. Donc, tout d'abord, les problèmes comptables, on trouvait que c'était important de les traiter comme il faut puisque l'audit en découle. Et d'ailleurs, le site de signification qu'on a choisi aussi tenait compte des ajustements qu'on va apporter. Donc, tout d'abord, le marché des chauffe-eau solaires est en grande expansion et le gouvernement souhaite privilégier ces investissements-là puisque c'est beaucoup plus écologique. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à donner 400 000 $ à l'entreprise lorsque le développement du nouveau chauffe-eau sera mis en service. Par contre, l'entreprise, ce qu'elle a fait pour la situation actuelle, c'est qu'elle a déjà comptabilisé le 400 000 $ comme étant un produit, puis a mis donc dans un actif le 400 000 $. On n'avait pas de détails sur dans quel poste il avait été mis ce 400 000 $-là. Par contre, on croit fortement qu'il pourrait s'agir des comptes clients. Évidemment, ce n'est pas une bonne comptabilisation. Pour ce qui est de la correction, il s'agit de la NCSCF 3800 sur les subventions gouvernementales. Pour qu'une subvention soit acceptée, il faut que le montant soit reçu, mais aussi que les conditions, évidemment, soient respectées. Dans ce cas-ci, les deux ne sont pas respectés, le montant n'est pas reçu, puis le prototype n'a pas été encore finalisé. Donc, dans les deux cas, le critère n'est pas rempli. C'est donc pourquoi il y a une charge supplémentaire au résultat net de 400 000 $. Puis également, on va retirer l'actif en même temps. Donc, pour ce qui est des frais de développement aussi, il y a le... Oui. Oups. OK. On va juste revenir à la dernière. Donc, ce que je venais de vous expliquer, c'était par rapport aux autres critères. Pour ce qui est du frais de développement, pour le chauffe-eau, il y a des frais qui ont été capitalisés à la hauteur un peu plus de 700 000 $. Puis, il y a une charge d'amortissement cette année qui a été prise à environ 70 000 $. Pour respecter les critères de comptabilisation pour pouvoir capitaliser, c'est très important. Il y a 6 critères, puis c'est quand même relativement dur de pouvoir se qualifier pour pouvoir disposer d'un actif. Donc, c'est la NCSCF 3064 qui en parle. C'est d'ailleurs... OK, on va reculer. Puis, donc, dans les critères de comptabilisation, il y en a 6. Il y a la faisabilité technique, premièrement. Il y a l'intention d'achever de la direction. Il y a aussi les avantages économiques futurs, les ressources disponibles, que les coûts soient connus, mais également que le prototype puisse être mis en service. Évidemment, encore là, on ne peut pas capitaliser puisque la mise en service ne peut être faite, le prototype n'est pas encore fait. Et encore là aussi, il y a les coûts qui ne sont pas tout à fait connus, puisqu'évidemment, il y a encore des coûts à encourir pour pouvoir mettre l'actif en service. Puis, il y a également la disponibilité des ressources
de l'entreprise. On va pouvoir voir aussi dans les prochaines minutes que l'entreprise connaît des grosses difficultés financières. Donc encore là, pour pouvoir finir le prototype, ça va prendre d'autres ressources que l'entreprise ne pourra probablement pas se permettre. Donc celle-là, nous l'avons traitée tantôt, c'était par rapport à la subvention gouvernementale de 400 000 $. Donc ce n'était pas un produit, il faut donc décomptabiliser. Par contre, il ne s'agit pas d'un passif d'un produit différé puisque nous n'avons pas reçu l'argent. Donc à ce moment-là, il n'y a absolument rien à comptabiliser. Tout simplement enlever l'écriture qui a été faite au livre. Passons maintenant à la garantie pour chauffe-eau. Donc, il y a eu plusieurs réclamations au cours de l'année à cause de chauffe-eau qui étaient défectueux. Donc, exactement 50 réclamations pour un montant de 500 $ chacune. Donc, le montant de 25 000 $ a été passé en charge à l'état des résultats nets actuellement. Par contre, il se peut qu'il y ait d'autres chauffe-eau qui soient défectueux dans le futur. L'ingénieur avait fait une estimation, mais le propriétaire de l'entreprise, M. Parent aussi, avait fait son estimation. On a jugé que l'estimation de l'ingénieur était plus fiable que celle du propriétaire, étant donné qu'il est plus spécialisé dans ce domaine-là. Donc, on a sélectionné l'hypothèse de 300 réclamations au même montant de 500 $ chacune. Donc, ces frais-là, de 150 000 $, c'est des frais de garantie qui devraient être comptabilisés durant l'année en charge et non dans les années futures, étant donné qu'ils sont en lien avec des ventes qui ont eu lieu cette année. Et il faut rapprocher les charges des produits, évidemment. Donc, il va falloir prendre une provision pour garantie, un passif de 150 000 $ au bilan, ainsi que les frais de garantie de 150 000 $ au résultat net, ce qui va diminuer aussi les bénéfices non répartis de 150 000 $. Donc, ça, c'était pour les garanties. Aussi, l'entreprise a comptabilisé un produit en lien avec un contrat commercial et résidentiel. Donc, l'entreprise, c'est un contrat de quelques millions de dollars. Par contre, cette année, l'entreprise a réalisé un produit de 750 000 $ pour des produits qui sont livrés, mais non installés. Par contre, selon le chapitre 3400 des normes comptables, l'entreprise peut comptabiliser un produit seulement si le service est rendu. Le contrat mentionne qu'une partie intégrante du contrat, c'est l'installation. Donc, puisque l'entreprise n'a pas installé les chauffe-eau, elle ne peut pas constater le sous-produit. Donc, on propose une correction. Donc, évidemment, il faut décomptabiliser le produit, mais aussi on a estimé une marge normale de 20 % environ là, sur les activités de l'entreprise. Donc, on a estimé aussi qu'un stock a un coût des marchandises vendues selon l'hypothèse de la marge de 20 %, ce qui fait qu'à l'état des résultats nets, on va enlever le produit de 750 000 $, ainsi que le coût des marchandises vendues. Selon l'hypothèse de 20 %, ça fait 600 000 $. Donc, au net, ça fait une diminution du résultat net de 150 000 $. Évidemment, ça se répercute sur l'état des bénéfices non répartis. Puis au bilan, on a estimé que c'était dans les comptes à recevoir et que, en fait, le montant n'a pas été encaissé encore, donc c'est dans les comptes à recevoir. Donc, on enlève de 750 000 $ là aussi. Et les stocks, on les diminue de 600 000 $, soit le coût des marchandises vendues. Puis aussi, ce contrat-là mentionnait que si les produits n'étaient pas livrés à temps, il y aurait une pénalité pour retard. Donc, présentement, il n'y a pas de passif aux états financiers. Par contre, présentement, le fournisseur il y a de la difficulté à répondre aux besoins de matières premières. Puis, l'entreprise ne peut plus survivre si jamais le fournisseur ne répond pas aux besoins de matières premières. Donc, c'est plus probable qu'improbable que l'entreprise ne respecte pas les délais mentionnés dans le contrat et qu'elle ait des pénalités. Par contre, on ne peut pas estimer vraiment le montant des pénalités en ce moment. Donc, il va falloir mettre une note aux états financiers. Par la suite, il y avait aussi une poursuite éventuelle qui était envisagée. Donc, suite à un mauvais produit qui était mis en service, il y a eu des poursuites pour le produit. Donc, il n'y a aucune comptabilisation qui a été faite ni de notes aux états financiers, mais selon la correction, selon le NCCF 3290, il ne respecte pas les critères en fait, d'un passif. Donc, il est moins probable en fait, que la poursuite entraîne une sortie de ressources économiques futures. Et en fait, le montant ne peut pas être estimé de façon fiable. Cependant, il faudrait justement mettre une note aux états financiers pour souligner cet élément-là parce que ça pourrait causer un problème pour l'entreprise dans le futur. Mais on sait qu'on ne connaît pas encore le montant, mais ça serait bon d'ajouter en note aux états financiers. Donc, en somme, on a pris toutes les corrections, puis on a fait un bilan, un état des résultats redressés, également le bilan qu'on va pouvoir vous montrer par la suite.
Donc, l'état des résultats redressés nous montre clairement, déjà l'entreprise était en perte pour cette année, mais là, il est clairement en perte de 1,5 million. C'est évidemment un problème qu'il va falloir qu'on regarde parce que c'est un très gros risque pour la continuité d'exploitation. D'ailleurs, l'entreprise avait des grosses recherches et des développements par rapport à une nouvelle technologie depuis plusieurs années. Puis, cette technologie-là, selon l'ingénieur, va nécessiter 100 000 $ de plus d'investissement. Donc, c'est à douter fortement que l'entreprise va pouvoir se doter de cet investissement-là supplémentaire pour pouvoir mettre à jour la technologie comme elle le souhaite depuis plusieurs années d'ailleurs. Pour ce qui est du bilan redressé, on peut voir que c'est plus d'1 million de dollars qui a diminué. Le bénéfice non réparti est maintenant négatif. Donc, c'est dire que l'entreprise, comme je vous ai dit, est clairement en difficulté financière et également en liquidité. Donc, on a recalculé les ratios exigés par la banque selon les états financiers redressés. Donc, les capitaux propres étaient négatifs. Donc, le ratio de passifs sur capitaux propres ne pouvait pas être calculé dans cette situation-là. Ça n'aurait pas été pertinent, mais c'est clairement pas en respect avec les exigences de la banque. Le ratio du fonds de roulement, lui, est devenu inférieur à 1,2, l'exigence de la banque. Donc, cette clause-là non plus du contrat n'est pas respectée. Donc, étant donné que les clauses exigées par la banque ne sont pas respectées, la banque pourrait demander à l'entreprise de rembourser le prêt. Donc, le prêt devra être placé en passif à court terme plutôt qu'en passif à long terme. Par exemple, on peut suggérer certaines recommandations aux clients afin d'éviter cette situation-là au bilan. Donc, les recommandations, c'est de renégocier les termes du contrat d'emprunt avec le créancier et de nous fournir à nous les auditeurs une preuve comme quoi le créancier accepte de ne pas exiger un remboursement cette année. Aussi, il faut s'assurer de s'assurer que le prêt ne sera pas rappelé. Ou sinon, l'entreprise peut aussi trouver des nouvelles sources de financement. Évidemment, ce n'est pas pour les états financiers audités de cette année, mais dans le futur. On va revenir un peu sur ce sujet-là plus tard. Mais ça permettrait aussi de diminuer le risque de continuité d'exploitation. Donc, c'est une bonne solution pour l'entreprise. Donc maintenant, l'audit. L'élément important à retenir, c'était justement le respect des critères du contrat avec la banque. Donc, comme on a pu voir avec les états financiers redressés, ils ne respectent pas les deux critères qui est le ratio du passif sur capitaux propres qui doit être moins que 2 pour 1 et le ratio de fonds de roulement qui doit être supérieur à 1,2. Donc ça va avoir un élément majeur, un effet majeur sur la continuité d'exploitation de l'entreprise. Donc, les risques d'admission, en fait, tout d'abord, il y a l'approvisionnement auprès des fournisseurs pour le contrat. Donc, comme ma collègue a parlé précédemment, ils ont eu des difficultés dans le passé à justement amener la matière première à l'entreprise. Comme ça, donc à l'entreprise, excusez-moi. Donc là, ils ont encore des craintes que cela se reproduise dans le futur. Puis, en plus, VTL ne pourrait pas supporter une autre fois qu'il y a un ralentissement par rapport aux approvisionnements. Un autre risque d'émission, ce serait les garanties sur les appareils de chauffe-eau avec le réservoir de stockage. Donc, en fait, ils ont eu plusieurs plaintes par rapport à ça. Donc, il pourrait y avoir une comptabilisation de provision qui pourrait être prise dans le futur. Donc, c'est un risque sur la mission de l'entreprise. Un autre par rapport à la poursuite éventuelle, comme j'ai parlé précédemment. Donc, le produit était nocif sur l'environnement. Donc, il pourrait y avoir justement une sortie de liquidité future pour l'entreprise. Et si justement l'entreprise n'a pas les moyens de payer cette poursuite-là, il pourrait avoir un effet sur la continuité d'exploitation si justement il manque de liquidité. Et aussi, quand on a fait une analyse des états financiers, on a vu que la gestion des comptes clients était déficiente. Il y a eu une augmentation de 48% par rapport en 2014 et 2015 du montant. Donc, il pourrait y avoir justement une comptabilisation de créances qui pourrait être possible. Par rapport à la gestion des fournisseurs, on a aussi vu une augmentation de 96% en 2014 et 2015, ce qui pourrait avoir un effet sur la capacité de l'entreprise à rembourser les fournisseurs. Aussi pour la dette à long terme, même chose, il y a eu une augmentation de 91% en 2014 et 2015, et encore là, l'entreprise pourrait avoir de la misère à rembourser la dette à long terme. Donc, je crois que le mot d'ordre pour ce cas-ci, c'est clairement un risque flagrant pour la continuité d'exploitation. Puis, pour le souci des utilisateurs des états financiers, c'est un risque élevé. Donc, il y a la banque, mais également le propriétaire. Ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout la banque qui a un très gros prêt qui peut être rappelé.
Donc, à ce moment-là, nous, on a dit que le risque était élevé. Donc, c'est pourquoi nous avons fait un seuil de signification basé sur les produits, puisque de toute façon, le résultat net était négatif pour cette année. Donc, nous avons basé sur les produits. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes avec les produits. Donc, en ayant corrigé le 750 000 $ de trop qui était présent, on a pu prendre 0,6 % sur la base des produits, ce qui nous donne 51 000 $ de seuil de signification. Donc, par rapport à ça, nous allons prendre une stratégie qui est corroborative. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les contrôles internes. Par contre, il va falloir pousser davantage pour savoir si les contrôles internes en place sont suffisants pour pouvoir peut-être se baser dessus pour faire moins de travail par rapport à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va pousser encore plus sur les produits, puisqu'évidemment, une stratégie corroborative sur les produits est très laborieuse et si on peut se baser sur les contrôles internes, on va pouvoir le faire. Mais somme toute, c'est une stratégie qui est corroborative puisque les risques sont extrêmement élevés. Donc, les procédés d'audit, tout d'abord, il y avait par rapport aux comptes clients. Donc, la définition, en fait, c'est qu'on va prendre, à partir des journaux des comptes clients, on va prendre un échantillon et de cet échantillon-là, on va tester l'existence et l'évaluation des comptes pour savoir justement, entre les variations qu'on a vues précédemment, s'il y aurait eu une mauvaise comptabilisation. Donc, on va diminuer, donc, comment diminuer le risque? En fait, il va y avoir le respect du ratio de fonds de roulement, parce que justement, le compte client qui était augmenté pouvait avoir un effet sur le fonds de roulement, pouvant entraîner le respect des conditions de l'emprunt de la banque. Donc, on pourrait vérifier aussi les encaissements subséquents et des demandes externes au compte client, en fait, au compte client, pour leur demander de vérifier l'exactitude des montants qu'ils leur doivent. Un autre procédé d'audit par rapport aux fournisseurs. Donc, on pourrait, à partir des comptes fournisseurs, prendre un échantillon aussi. Donc, on pourrait tester l'existence et l'évaluation de ces comptes-là. Par rapport à ça, on va chercher à diminuer le risque du respect du ratio du passif sur capitaux propres. Donc, un autre ratio à respecter par rapport à la banque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait vérifier les décaissements subséquents et on pourrait demander des confirmations externes, encore là, pour qu'ils nous confirment les montants qu'on doit aux fournisseurs. Maintenant, pour la dette à long terme, on va partir en fait des contrats d'emprunt qu'on a avec le client, avec les créanciers, et on va tester en fait l'évaluation et l'imputation des dettes à long terme. Donc encore là, pour respecter le ratio de passif sur capitaux propres. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les critères du contrat, donc faire une analyse poussée, ou réexécuter les calculs si justement on pense qu'il y aurait eu des erreurs, et sinon discuter avec le client juste pour savoir comment il a comptabilisé, si justement il y aurait, pour justement comprendre un peu pourquoi il a augmenté autant par rapport de 2014 à 2015. Donc ensuite, ce qu'on devrait discuter avec M. Parent lors d'une prochaine rencontre au niveau des référentiels comptables, ce serait de lui expliquer que selon les principes généralement reconnus, comptables généralement reconnus, je m'excuse, il y a deux référentiels qui sont autorisés au Canada, soit les normes comptables pour entreprises à capital fermé, les NCSCF que l'entreprise utilise actuellement, et les IFRS, les International Financial Reporting Standards. L'entreprise pourrait vouloir obtenir du financement additionnel. Si elle souhaitait obtenir du financement additionnel par les marchés publics, elle devrait se conformer aux IFRS plutôt que les NCSCF. Donc, elle devrait convertir son référentiel comptable. Donc, il y a certains avantages et des inconvénients qui seraient présentés à M. Parent. Donc, les avantages, c'est vraiment au niveau du financement. Elle va pouvoir aller sur les marchés publics, comme je le disais précédemment. Par exemple, ça a beaucoup d'inconvénients, notamment ça demande beaucoup plus de ressources et ça peut souvent s'avérer plus dispendieux pour l'entreprise d'adopter les IFRS. Donc, ce sera à discuter avec M. Parent lors d'une rencontre ultérieure. Donc, en synthèse, on a pu voir qu'il y avait plusieurs problèmes comptables qui ont été décelés. Ces problèmes comptables-là avaient un gros impact sur les états financiers. Déjà, l'entreprise est en difficulté, mais là, en ayant mis les correctifs nécessaires, il y a encore plus de difficultés financières. Le prêt va probablement être rappelé, à moins qu'on réussisse à négocier. De plus, l'audit devra être clairement très, très vigilant par rapport à tout ça, puisque nous, ce qu'on a vu, c'est des problèmes rapides à voir. Par contre, si on en a vu une grosse quantité comme ça, il se peut qu'il y en ait d'autres qu'on n'ait pas encore décelés. Donc, il va falloir faire une stratégie qui va être corroborative, qui va s'assurer que les utilisateurs des états financiers, donc le propriétaire et la banque surtout, soient bien informés et aient une belle représentativité de la situation financière de l'entreprise.
Donc, si vous avez des questions, il va nous faire plaisir d'y répondre. La première question, c'est au niveau de la subvention. Là, on la décomptabilise parce qu'on n'a pas encore respecté tous les critères. Advenant le cas qu'on réussissait à compléter notre développement de produit, comment est-ce qu'on comptabiliserait la subvention? En fait, présentement, la subvention n'a pas été reçue, puis elle est en attente que le projet soit fini. L'entreprise est persuadée que d'ici l'année prochaine, cela pourra être fait. Donc, à ce moment-là, c'est un produit donc, que l'on peut comptabiliser. Puis, donc, à ce moment-là, on va aussi comptabiliser l'encaissement. Parce que, de toute façon, normalement, les gouvernements prêtent de l'argent, puis on a un passif, un produit différé. Par contre, là, la réalisation va se faire au même moment que l'encaissement du montant. Donc, à ce moment-là, c'est un produit et une rentrée de fonds. Au niveau des frais capitalisables dans les frais de développement de produits, à la note 1 de mes états financiers actuellement, il y a différents types de frais qui ont été capitalisés. Quel type est-ce que ce serait tout capitalisable? Là, on a tout passé à la dépense, mais advenant le cas qu'on respectait tous les critères de comptabilisation à l'actif, est-ce que ce serait tout capitalisable? En fait, il y a certains postes qui n'étaient pas capitalisables, notamment il y a des postes qui étaient plus liés à un stock. Donc, au développement d'un stock, tout ce qui est par rapport à la main-d'œuvre directe et la matière première par rapport au test, à savoir si c'est bien fait. Par contre, tout ce qui est relié vraiment au développement, donc à pouvoir augmenter les frais. Donc, on peut penser notamment à plein de choses. Donc, les améliorations, souvent, c'est de la main-d'œuvre, donc des salaires qui sont inclus, puisque évidemment, on essaie d'améliorer le produit pour qu'il soit vendable. Également, les coûts d'emprunt peuvent être capitalisés. Donc, mais encore là, les NCCF permettent soit de capitaliser ou encore de passer en charge dans les deux cas. Par contre, l'entreprise, évidemment, est plus encline à capitaliser puisque c'est meilleur pour sa santé financière. C'est bon, je vais y aller avec la prochaine question. Pour ce qui est des produits, là, dans le fameux contrat de 1,7 million, là, donc, il nous avait dit qu'on décomptabilisait tout présentement. Pour ce qui est de ce qui s'en vient là, à l'avenir, ce contrat-là spécifiquement, c'est quoi qu'il faudra regarder au niveau comptable? Parce qu'on parle que peut-être des réparations à faire pendant 2 ans. Est-ce quelque chose en particulier qu'il faut regarder par rapport à ça? Bien évidemment, il va falloir prendre des provisions au fur et à mesure. Là, en ce moment, les montants, les coûts, les pénalités ne sont pas. On ne peut pas déterminer le coût de façon fiable. Donc, on ne peut pas vraiment enregistrer un passif, bien, disons l'année prochaine, lorsqu'on aura ça. Tant qu'on ne peut pas estimer les coûts de façon fiable, on ne peut pas enregistrer le passif. Mais dès que le montant va pouvoir être estimé de façon fiable, on va enregistrer un passif relié à ces produits-là et la charge dans le même exercice que celui où on a enregistré les produits. Au niveau de la poursuite, ça nous a été mentionné en 2016. Je ne pense pas que vous l'avez adressé. Qu'est-ce que ça change le fait que ça a été qu'on l'a su en 2016 versus durant l'exercice? Bien, en fait, ça ne change rien. Vu que justement, la poursuite, il est peu probable encore qu'il y ait une sortie de fonds et les montants n'est pas estimé de façon fiable. Mais ça a été après l'année financière de 2015. Si ça apparaît entre l'année financière et l'audit qu'on va faire, il faut quand même le mentionner en note aux états financiers. Puis, étant donné aussi que ça touche l'année de 2015, si on avait connu le montant et ça avait été probable, on aurait dû l'inclure aux états financiers. Puis à l'inverse, si on avait une opinion externe qui nous dirait que c'est pas vraiment fondé, tout ça, est-ce qu'on pourrait l'enlever, cette note-là, pour notre client? En fait, par souci de sécurité, il est toujours pertinent de mettre une note aux états financiers. Par contre, lorsqu'il est vraiment peu probable qu'il s'agisse d'une sortie de fonds, à ce moment-là, il n'y a pas de note à faire. Mais dans la majorité des cas, lorsqu'il y a un risque, il est préférable de mettre une note aux états financiers. Vous avez parlé beaucoup du problème de continuité d'exploitation. Quel impact ça a sur les états financiers et sur notre rapport d'auditeur? C'est sûr, en fait, qu'on va devoir faire plus de tests. La continuité d'exploitation, en fait, justement là, vu qu'ils sont encore en perte, et là, ils ont les problèmes de créance, ils ne respectent pas les ratios. Donc, ils vont avoir de la misère. Si le créancier peut, en fait, il pouvait retirer en fait les fonds quand il voulait. Donc, ça, justement, si l'entreprise ne réussit pas à avoir les fonds nécessaires pour rembourser l'emprunt que la banque leur a fait,
ça peut juste mettre en faillite l'entreprise si justement ils ne réussissent pas à avoir des sources de financement fiables pour l'entreprise. Puis au niveau du rapport d'auditeur, il va falloir y mettre un paragraphe d'observation sur cette clause-là. Stratégie mixte sur les produits, on a quand même fait des gros ajustements là, au niveau de 750 000, de 400 000 de subventions qui étaient aussi inclus dans nos produits. De la misère à justifier qu'on avait des contrôles internes assez forts pour faire des stratégies de contrôle là-dessus. En fait, c'est sûr que nous, on s'est mis une petite réserve là-dessus, puisque dans le meilleur des cas, on essaierait de faire une stratégie mixte, puisque évidemment, une stratégie collaborative sur les produits, c'est extrêmement long. Mais évidemment, il va falloir tester les contrôles internes juste pour s'assurer. Mais il se peut fortement qu'on doit faire une stratégie collaborative également pour les produits. Par contre, c'est à souhaiter que nous n'ayons pas à le faire. C'est terminé. Shit, I'm just dropping crazy shit.